Parlons maintenant du système rénine-angiotensine-aldostérone. L'un des effets majeurs de la diminution du débit cardiaque dans l'insuffisance cardiaque est une diminution du flux sanguin rénal et de la filtration glomérulaire. Les cellules granulaires de l'appareil juxtaglomérulaire sont alors stimulées par une des 3 voies de stimulation pour la libération de rénine. Ces 3 voies comprennent la diminution de l'étirement, parce que les cellules granulaires se comportent comme des mécanorécepteurs, et une baisse de la pression artérielle diminue l'étirement des cellules granulaires et stimule la libération d'une plus grande quantité de rénine. La seconde voie est représentée par le système nerveux sympathique qui, au cours du réflexe des barorécepteurs dont on a parlé tout à l'heure, va activer les récepteurs bêta-adrénergiques qui déclenchent à leur tour la libération de rénine par les cellules granulaires. Et enfin, la troisième voie est représentée par les cellules activées de la macula densa. Lorsque la pression artérielle ainsi que le DFG diminuent, il y a ralentissement de l'écoulement du filtrat dans les tubules rénaux et diminution alors de la concentration en sel qui sera détectée par les cellules de la macula densa. Ces dernières indiquent aux cellules granulaires de libérer de la rénine, soit par diminution de libération d'ATP, soit par augmentation de la libération de prostaglandine, ou les deux. Tout petit rappel sur le système nerveux autonome. La noradrénaline et l'adrénaline peuvent avoir des effets excitateurs ou inhibiteurs selon le type de récepteur prédominant dans l'organe cible. Par exemple, dans le cas du cœur ou du rein, on a des récepteurs bêta, mais dans le cas de la circulation, on a les récepteurs alpha. Alors, la rénine déclenche alors le clivage de l'angiotensinogène, une protéine plasmatique fabriquée par le foie, en angiotensine 1, qui, à son tour, est convertie en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion de l'angiotensine, retrouvée notamment dans l'endothélium capillaire des poumons. L'angiotensine 2 agit alors en stimulant la libération d'aldostérone pour réabsorber le sodium rénal ainsi que l'eau, puisque l'eau suit le sodium. Elle peut aussi activer directement la réabsorption de sodium par le rein. Elle déclenche aussi la sensation de la soif en activant le centre de la soif dans l'hypothalamus pour augmenter la consommation d'eau et donc permettre de rétablir le volume sanguin. Elle stimule la neurohypophyse pour qu'elle libère l'hormone antidiurétique qui intensifie la réabsorption d'eau par les reins et qui a un effet vasoconstricteur. Et enfin, l'angiotensine 2 possède un puissant effet vasoconstricteur, ce qui accroît la résistance périphérique. Cette augmentation du volume intravasculaire va augmenter la précharge du ventricule, ainsi que le débit cardiaque par le mécanisme de Frank-Starling. Les mécanismes compensateurs neurohormonaux mis en place lors de l'insuffisance sont certes bénéfiques au tout début, mais au long terme, cette activation devient nocive. Par exemple, l'augmentation du volume circulant ainsi que l'augmentation du retour veineux vers le cœur peuvent aggraver l'engorgement du système vasculaire pulmonaire, compliquant alors les symptômes pulmonaires congestifs. Cette même accumulation progressive de liquide entraîne la dilatation ventriculaire et une augmentation de la tension de la paroi ventriculaire, qui, ajoutée à l'augmentation de la fréquence cardiaque, entraînera une augmentation de la demande en oxygène. Ceci réduit alors les effets compensateurs du mécanisme de Frank-Starling, entraînant alors une diminution de la contractilité et une progression de l'insuffisance cardiaque. De plus, l'élévation de la résistance vasculaire sera responsable de l'augmentation de la post-charge, ce qui réduit encore plus le volume systolique ainsi que le débit cardiaque. L'activation continue du système sympathique sera, comme on l'a vu tout à l'heure, responsable d'une désensibilisation ainsi que d'une régulation négative des récepteurs bêta-adrénergiques, ce qui diminue alors encore plus la contractilité. Enfin, une dernière action plutôt néfaste de l'angiotensine 2 et de l'aldostérone est qu'en plus de leurs effets individuels sur l'équilibre sodique et hydrique, ces molécules sont impliquées dans la régulation des processus inflammatoires et réparateurs qui suivent les lésions tissulaires. Elles stimulent alors la production de cytokines inflammatoires, attirent et activent les cellules inflammatoires et stimulent la croissance des fibroblastes et la synthèse des fibres de collagène. Les dépôts de fibroblastes et de collagène entraînent une hypertrophie ventriculaire et une fibrose de la paroi myocardique, ce qui diminue la compliance, causant alors un remodelage inapproprié du cœur et une progression de la dysfonction ventriculaire systolique et diastolique. Parlons maintenant des peptides natriurétiques. Les peptides
natriurétiques sont un ensemble de peptides apparentés formant une famille, les hormones ou les peptides natriurétiques. Le muscle cardiaque sécrète au cours de l'insuffisance cardiaque essentiellement deux de ces peptides, l'ANP, sécrété par les cellules atriales en réponse à l'étirement, à la pression et à la surcharge liquidienne, BNP, qui est libéré quant à lui par les cellules ventriculaires en réponse à une augmentation de la pression ventriculaire ou d'une surcharge liquidienne. Ces deux peptides ont des fonctions similaires, en réponse, comme on vient de le dire, à une augmentation de l'étirement ou de la pression des chambres. Elles favorisent une natriurèse et une diurèse rapide et transitoire par une augmentation de la filtration glomérulaire ainsi qu'une inhibition de la réabsorption tubulaire de sodium et d'eau. Ces peptides peuvent aussi interagir avec les autres molécules du système neuro-hormonal en inhibant le système nerveux sympathique, ce qui se traduit par une vasodilatation artérielle et veineuse, et donc une diminution du retour veineux et des pressions de remplissage cardiaque, et enfin une diminution dans la post-charge. Les peptides inhibent aussi le système rénine-angiotensine-aldostérone ainsi que l'ADH, ce qui réduit la rétention hydrosodée. En plus d'interagir avec ces molécules, les peptides natriurétiques peuvent directement agir sur le système nerveux central et le cerveau en inhibant la sécrétion d'ADH et la fonction du centre de la soif. Chez les patients en insuffisance cardiaque, les taux circulants de ces peptides natriurétiques sont élevés. D'ailleurs, les dosages de BNP et de NT-proBNP sont utilisés en clinique pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque et pour prédire la gravité de l'affection. L'effet des peptides natriurétiques est donc bénéfique, mais ils ne sont généralement pas suffisants pour contrer complètement les effets de vasoconstriction et de rétention de volume des systèmes hormonaux activés.